Merci Madame la Présidente. Donc, j'espère que le thème va vous intéresser, les actualités dans la prise en charge de l'asthme. Je vous le dis tout de suite, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer en revue les différentes plaques du GINA. Ça, vous l'avez, il est à votre disposition, vous pouvez le lire. Ce que j'aimerais plutôt faire avec vous aujourd'hui, c'est voir un petit peu les fondamentaux qui ont permis l'évolution des différents schémas thérapeutiques du GINA pour en arriver donc au schéma thérapeutique actuel. Alors, on va passer très rapidement, peut-être une plaque par thème, et vous allez le voir, comment on va arriver à ce qu'on fait actuellement. Alors, le contrôle de l'asthme, vous le savez tous très bien, c'est quelque chose auquel on n'arrive pas, aucun centre spécialisé, aussi spécialisé qu'il soit, ne peut arriver à un contrôle maximum optimal de l'asthme. Tous les travaux multicentriques ont montré qu'il n'y a pas à peu près 30-35% des malades dans les différentes séries qui ont vraiment un asthme complètement contrôlé. De 60 à 70%, et on le voit ici dans ces études, de 60 à 70% des asthmatiques ne sont pas contrôlés malgré toute la prise en charge correcte, le suivi de ces malades. Il y a quelques pays, peut-être qui sortent, on peut peut-être comprendre, qui sortent un petit peu du lot, qui dépassent. Ici, je vois le Qatar, qui arrive à 41%, le Koweït, peut-être qu'il y a un côté financier qui joue ici. La Tunisie, elle sort toujours un petit peu du lot, elle a 40% de malades bien contrôlés. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de travaux comme celui-ci, et quel que soit le type d'enquête, quel que soit le type de malade, on arrive toujours à la même conclusion. On ne peut pas dépasser, il y a un plafond de verre de 30 à 35%, on ne peut pas aller au-delà dans un bon contrôle de l'asthme. Autre point qui a été, c'est pas de l'actualité, c'est un point qui a été discuté déjà depuis une trentaine d'années. Quand on s'intéresse à ce sujet, et quand on voit la bibliographie, on voit qu'il y a des articles qui sont sortis dans les années 90 sur la surutilisation des savants, donc le bronchodilatateur à courte durée d'action, et le risque pour le malade de cette surutilisation. Vous connaissez tous cette cour, elle est ancienne. La première, elle date de 1994, donc c'est pas quelque chose de récent. On le savait, ça pointait à l'horizon, qu'il y a une corrélation entre les décès. Ici, c'est pas les exacerbations, c'est les décès. Il y a une corrélation nette entre l'augmentation du nombre de décès et la surconsommation. Voilà. Il y a une corrélation nette entre le nombre de décès par asthme et la surconsommation de sabbat, et une corrélation inverse entre la sous-utilisation de corticoïdes inhalés. Donc ça, on le savait depuis longtemps, mais il y avait des freins, des réticences à impacter donc le changement du traitement. Il a fallu attendre 2020, donc 20 à 25 ans après les premières études, il a fallu attendre 2020 pour que le GINA se décide enfin à dire que pour des raisons de sécurité, nous ne recommandons plus les traitements à base de sabbat seul, qui ont consisté pendant des décennies au traitement step 1, step 2, c'était sabbat à la demande. On ajoutait une corticothérapie inhalée qu'à partir de l'asthme modéré. Donc ça, on le savait, il a fallu attendre 2020 pour que ce soit inclus dans le GINA. Alors, il y a une question qui se pose, quand on le verra tout à l'heure dans l'étude Sabina, un reproche qu'on peut faire à ce genre d'études, qui fait la corrélation entre surconsommation de sabbat et exacerbation ou augmentation du nombre de décès, et là qui disent non, c'est normal, parce que l'asthme est sévère, il fait des exacerbations, c'est pour ça qu'il utilise des sabbats. Et en fait, quand on rentre à l'intérieur de ces études, on fait des statistiques, on voit que c'est l'inverse. C'est effectivement la surconsommation de sabbat qui va entraîner les exacerbations et l'augmentation du nombre de décès. Dans ce travail, qui est ancien lui aussi, vous voyez, d'abord, on le retrouve chez l'enfant et chez l'adulte, il y a une surconsommation de sabbat, une corrélation avec la gravité, quelle que soit la forme d'asthme. Vous le voyez ici, que ce soit le léger intermittent jusqu'aux persistances sévères, dans tous les cas, il y a une surconsommation de bêta-agonistes. Et si je vois ici
le persistant sévère, c'est-à-dire vraiment le stade 4, la forme la plus sévère d'asthme, ben, il y a une sous-utilisation des corticoïdes inhalés et une surconsommation de SABA. Donc, c'est vraiment la surconsommation de SABA et la sous-utilisation des corticoïdes inhalés qui entraîne la perte de contrôle de l'asthme, l'augmentation des exacerbations et in fine donc les décès. Autre point fondamental, c'est, bon ça vous le savez, bon je vais faire un petit rappel quand même, c'est le mode d'action du formoterol, c'est la rapidité d'action du formoterol en tant que bronchodilatateur à longue durée d'action qui a aussi un versant rapide, c'est ça qui a permis à la base donc de proposer les schémas thérapeutiques fonds et symptômes qui utilisent donc la molécule formoterol. Donc vous le voyez ici, il y a, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a une équivalence de rapidité sur le VEMS entre le formoterol et le salbutamol comparé ici au placebo. Donc le formoterol, on le sait, donc il est aussi rapide que le salbutamol. On l'a comparé ici donc le formoterol au salbutamol. Ici, on a comparé l'association formoterol-budesonide, on l'a comparé à l'autre association qu'on utilise en traitement de locaux, salmeterol fluticasone. Et là, on voit une différence significative. Vous voyez ici l'association budesonide-formoterol en rouge en fonction des doses, et il y a une différence significative dans l'amélioration du VEMS par rapport au salmeterol fluticasone. Alors, on en vient donc au GINA 2022, je vais vous montrer que 2 ou 3 plaques, donc je ne l'ai pas encore lu, il vient de sortir il y a 15 jours, je suis en train de lire chaque jour 2 ou 3 pages. Alors, il n'y a pas de, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de révolution par rapport au 2021, surtout concernant les deux pistes, la piste 1 et la piste 2. La grosse différence, il faut la voir dans le texte, il faut la lire, c'est qu'il y a maintenant vraiment une dichotomie, il y a les deux schémas thérapeutiques sont complètement divisés, et aussi quand on va dans le texte, le schéma, le track 1 ou la piste 1, c'est-à-dire le traitement fond et symptômes avec la même combinaison, c'est le traitement favorisé, préconisé, et le deuxième schéma thérapeutique n'est proposé que s'il y a des problèmes vis-à-vis du malade qui ne peut pas utiliser tel ou tel traitement. On va les détailler, donc, ce schéma rapidement. Alors, la première piste, donc celle qui utilise le traitement fond et symptômes, donc vous le savez, donc depuis plusieurs années on en parle, le traitement de secours, c'est l'association corticoïde inhalée, formoterol. Donc, pour le GINA, on peut utiliser plusieurs corticoïdes, mais la base, ce doit être le formoterol, à cause de sa rapidité d'action. Alors, il y a, pour les steps 1 et 2, vous allez le voir, c'est la même chose. Le traitement de fond, c'est la même chose que le traitement de secours. Le traitement de fond, c'est l'association à la demande. Et le traitement de secours, c'est l'association à la demande. C'est la même chose. Ça veut dire que pour les steps 1 et 2, vous avez besoin d'un seul dispositif. Le malade ne va l'utiliser qu'en cas de perte de contrôle de son asthme. Petite remarque, c'est dommage, pour l'étape 1 et 2, le schéma 1 et 2, elle n'a pas encore l'AMM au Maroc, mais bon, je vais vous en parler. Mais vis-à-vis du laboratoire, il faut préciser que pour le 1 et 2, ce schéma n'a pas l'AMM. Par contre, à partir du step 3 et 4, vous avez l'AMM au Maroc, donc on peut utiliser. Alors, le deuxième step, donc, quand vous lisez vraiment le texte, il est utilisé que vraiment, il y a une impossibilité d'utiliser le premier schéma thérapeutique, on ne va pas insister. Alors, ce n'est pas l'ancien traitement. Hein. Si vous voyez ce step 2, le step 1, pardon, le step 1 de la piste 2, là aussi, même ici, on n'utilise pas de SABA seul. On peut utiliser le SABA, mais à chaque fois que vous donnez du salbutamol ou de la terbutaline, il faut chaque fois ajouter un corticoïde inhalé. Donc il faut les deux, donc il faut vraiment que le malade comprenne que lorsqu'il utilise son dispositif bleu, il faut qu'il utilise un dispositif rouge à chaque fois. Donc il faut vraiment vérifier que le malade a bien compris. Alors le GINA explique un petit peu les différentes rentrées dans le système en fonction du bilan initial. On peut commencer plutôt par le bas. Les malades qui font très peu de crises, moins d'une crise par mois, ben, on commence par le step 1, c'est-à-dire pour la première piste, budesonide formoterol à la demande. Et plus
le tableau initial est grave, plus la fréquence des exacerbations est importante, plus on passe à un step supérieur. Alors, donc ça c'était un petit peu, tout ce que je viens de dire, c'était la théorie, et tout ça c'est basé sur des études randomisées, ce sont des malades qui sont pris en charge dans des études cliniques, qui sont suivis avec tout un protocole. Alors, autre question qu'on peut aussi se poser, qu'en est-il dans la vraie vie, est-ce que vraiment ça existe dans la vraie vie? Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre les sabbats et les exacerbations? Alors, il y a beaucoup d'études, en particulier l'étude Sabina. Il y en a eu plusieurs, et la Sabina 1, 2 et 3. On va s'intéresser à la Sabina 3, la dernière, qui a concerné une population beaucoup plus large. Alors que la première, c'était uniquement en Angleterre. Quels étaient les objectifs de cette étude Sabina? L'objectif principal, c'était obtenir des données sur justement la prescription des sabbats et des corticoïdes inhalés, donc dans une population tout venant, donc chez les patients asthmatiques. Et l'objectif secondaire, c'est de voir la corrélation entre la surconsommation de sabbats, les exacerbations et la perte de contrôle de l'asthme. Deux plaques, là, ici, on voit la consommation de sabbats, de bronchodilatateurs à cause de l'élection, de 1 à 2 flacons, 3 à 5, donc c'est quand ça dépasse 13, et on voit ici la perte de contrôle de l'asthme. Plus les malades consomment de sabbats, plus il y a une perte de contrôle de l'asthme. Ici, vous voyez, dans vraiment les gros consommateurs de sabbats, le risque de perte de contrôle de l'asthme dépasse 60%. L'étape suivante, c'est pour les exacerbations. Donc là, on avait parlé de la perte du contrôle, ici les exacerbations. C'est exactement la même chose. Plus le malade consomme de sabbat, plus il a des chances de faire des exacerbations. Ça peut aller jusqu'à 92%. Et c'est vraiment la consommation de sabbat vient avant les exacerbations, ça a été confirmé. Alors, conclusion de ces études Sabina, près de 40% des patients se sont vus prescrire des sabbats au cours de l'année précédente, et un cinquième ont eu au moins 10 flacons. Alors ces chiffres, justement ce chiffre de 10, parfois on peut se dire c'est pas beaucoup. Parce que nos malades, nous, on a des malades qui utilisent un flacon, 2 flacons par mois, mais est-ce que c'est vraiment une bonne utilisation? Donc il y a des malades qui prennent 5-6 bouffées, est-ce que ça compte vraiment pour 6 bouffées ou pas? Alors, il y a aussi un point important qui a été mis en évidence dans l'étude Sabina, c'est qu'il y a beaucoup de malades qui se font de l'automédication, donc ils utilisent les sabbats eux-mêmes, mais cette automédication survient chez des malades chez qui les sabbats ont déjà été prescrits par leur médecin. Donc on a notre part, nous aussi, dans ce problème. Et donc l'objectif, le deuxième objectif, c'est de bien mettre en évidence la corrélation entre exacerbation, perte de contrôle de l'asthme et surutilisation des sabbats. Ici, il n'y a pas photo. Autre étude dont je voulais vous parler aussi, plus récente, c'est l'étude Prisma. Elle a comparé cette étude, on va voir peut-être, ouais. Elle a comparé les différentes thérapeutiques proposées, sabbat à la demande, sabbat avec couverture corticoïde, comparé à l'étude à la technique fond et symptômes, pour voir un petit peu l'équivalence entre ces deux techniques. On va voir, peut-être on va agrandir, voilà. Ici, dans le premier tableau, c'est le risque de faire une exacerbation. Dans le deuxième, c'est le risque de faire au moins une exacerbation. C'est à peu près la même chose. Alors, donc vous avez la ligne du milieu. Tout ce qui est à gauche, c'est en faveur du traitement fond et symptômes en matière d'exacerbation. Vous voyez que quelle que soit la méthode de calcul utilisée, la méthode fond et symptômes est toujours bénéfique pour le malade en matière d'exacerbation comparé au schéma classique. La conclusion de l'étude Prisma, donc c'est une méta-analyse, hein, vous l'avez compris, de plusieurs études, menées dans la vraie vie, donc ce n'est pas des études contrôlées, c'est ça l'intérêt, de voir vraiment sur le terrain ce qui se passe. Donc cette étude a prouvé que la méthode SMART devait être considérée comme la thérapeutique de choix pour la prise en charge de l'asthme modéré à sévère. Que retenir donc finalement donc, de ces différents travaux?
La dépendance excessive et la surutilisation des sabbats, c'est un problème de santé publique mondiale. Ça a été montré par l'étude Sabina. Même, on n'a pas pu passer en revue tous les travaux qui ont été faits, même quand on prend des sabbats avec une couverture par un corticoïde, même dans ce cas-là, il y a une augmentation du nombre d'exacerbations. Donc, je dirais, c'est même pas suffisant de donner un corticoïde inhalé chaque fois qu'on donne un sabbat. Même dans ce cas-là, il y a un risque. C'est scientifique de dire, bon, c'est pas un clin d'œil au labo, l'utilisation de l'association bidésolide-formopérol est actuellement soutenue par un vaste programme de recherche et d'expérience depuis plus de 15 ans. Et c'est basé sur vraiment des travaux qui remontent à 30 ans. Et moi, je dirais plutôt qu'on a vraiment trop traîné, on a perdu du temps avant de prendre. Parce que c'était des décisions vraiment difficiles pour les consensus internationaux de prendre cette décision de dire que les sabbats, il faudrait éviter de les utiliser seuls. Voilà, donc j'espère que j'ai encore du temps pour la discussion. Je vous remercie.